Ça fonctionne bien, magnifique. Bonjour à tous, je suis super content d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler de gouvernance de l'IA. Donc voilà, on change un peu de vos sujets du séminaire. Moi, je m'appelle Charles Martinet, je suis Head of Policy ou responsable des relations institutionnelles au Centre pour la sécurité de l'IA, CESIA, et chercheur affilié à la AI Governance Initiative de l'Université d'Oxford. Donc aujourd'hui, on va parler de réglementation et de gouvernance mondiale de l'IA. Donc je vais mettre un focus sur la gouvernance internationale ou mondiale. Donc pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt si fort du monde politique pour l'intelligence artificielle? Peut-être un premier événement qu'on peut remettre, surtout sur l'ère de l'IA moderne, c'est, voilà, vous connaissez sûrement la défaite de Lee Sedol par AlphaGo, le modèle de DeepMind en 2016, qui a à l'époque déjà créé pas mal de vagues, notamment le gouvernement chinois qui a intensifié ses efforts pour développer son industrie nationale de semi-conducteurs. C'était un premier move d'un grand gouvernement comme ça, suite aux avancées de l'IA, et ça a amené la même chose par de nombreux autres gouvernements. Et bien sûr, bon voilà, je vous fais pas le récap, le topo sur ça. ChatGPT qui là pour le coup a tout bouleversé dans la perception des hommes et femmes politiques et qui a relancé vraiment l'intérêt pour l'IA. Et donc depuis la publication de ChatGPT, on a eu tout un ensemble d'événements, de processus, de rencontres qui se sont passés à travers le monde. On a notamment, je ne vais pas tout vous refaire là non plus, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais attirer votre attention sur les trois qui sont au milieu, qui sont tous les trois assez importants, à la fois pour les pays qui les ont mis en place et pour la communauté internationale. On a en octobre les États-Unis et notamment Biden qui a signé un décret sur l'IA avec des obligations de transparence pour les entreprises et plein d'autres mesures qui dirigent son gouvernement, qui leur donnent de prendre action pour travailler sur l'IA. Sans vraie réglementation, mais pour travailler sur l'IA. En novembre 2023, le mois d'après, on a le Royaume-Uni qui organise un sommet international sur l'IA, et sur la sûreté de l'IA en particulier, ou la sécurité de l'IA, qui a ramené plein de pays, dont la Chine, la France, les États-Unis, l'Union européenne aussi, plein d'autres pays, pour discuter de ces sujets avec beaucoup de livrables différents, beaucoup de résultats qu'on va aborder un peu plus tard. Et enfin, voilà, vous connaissez aussi sûrement, en décembre 2023, l'Union européenne qui arrive à un accord sur le règlement sur l'IA. Donc, c'est la première réglementation exhaustive de l'IA au monde. Et donc voilà, avec plein d'autres choses après. Plus récemment, en septembre, on a eu les Nations Unies qui ont sorti un grand rapport qui fait plusieurs annonces sur à quoi est-ce que va ressembler la gouvernance internationale. Avant ça, on a eu aussi des partenariats entre pays, une autre résolution des Nations Unies, le processus d'Hiroshima, qui est un processus international des pays du G7 qui vise à établir des normes internationales. Donc voilà, beaucoup de choses sont passées ces 2 dernières années. Pourquoi est-ce qu'on voit autant d'attention sur ça? Premièrement, l'IA présente des risques. Je pense que c'est quelque chose que vous avez pas mal abordé ce semestre. Et les capacités, elles augmentent, créant potentiellement des risques futurs plus importants à l'avenir. Donc il y a déjà des risques, mais les risques ont des chances significatives de s'accroître. Ce qui fait qu'on a besoin d'une gouvernance, qu'on a besoin d'une action des États ou de l'écosystème de l'IA pour gérer ces risques. Et voilà, très rapidement, une petite définition académique de la gouvernance de l'IA, c'est l'ensemble des normes, politiques, lois et institutions qui influent le développement, le déploiement et l'utilisation des systèmes d'IA. Pourquoi? Très rapidement, encore une fois, donc c'est ce que je disais, on a des risques actuels et des risques qui vont se matérialiser à l'avenir. Des arnaques au deepfake, pardon. Voilà, avec un employé à Hong Kong qui a versé 20 millions de pounds à la personne qui croyait être son boss mais qui ne l'était pas du tout, des accidents de voitures autonomes et en risque potentiellement futur, les modèles d'IA avancés pourraient amener à faciliter la conception d'armes biologiques ou alors encore les risques de modèles agentiques que vous connaissez sûrement mieux que moi, mais qui amènent tout un tas d'enjeux qui sont aussi difficiles à gérer. Donc on va commencer par une première partie sur les défis de la gouvernance de l'IA
plus au niveau national, au niveau de comment est-ce qu'un gouvernement fait pour réguler cette technologie, les défis et les mécanismes auxquels ils font face. Donc déjà, qu'est-ce qu'on gouverne? Moi, dans cette présentation, je vais me concentrer sur les IA de frontières. Donc une définition, c'est l'ensemble des modèles à usage général hautement capables, avec des capacités avancées, qui peuvent présenter des capacités dangereuses qui sont suffisantes pour poser des risques graves à la sûreté ou à la sécurité publique. En gestion des risques, on parle souvent de risques matériels et risques humains, donc c'est l'ensemble des modèles qui pourraient poser des risques significatifs pour ces deux catégories. Et aussi, on va se focaliser sur 3 sources ou types de risques. L'utilisation malveillante, un acteur qui utilise l'IA à des fins malveillantes, des accidents, un modèle d'IA qui est utilisé dans un système qui dysfonctionne et qui crée des dommages, et les risques systémiques qui résultent de la combinaison de plusieurs facteurs et où on ne peut pas assigner la responsabilité entre guillemets à une personne ou à un modèle d'IA. Donc voilà, c'est sur ça que je vais me focaliser aujourd'hui. Le problème, quand on essaye de gouverner l'IA, et particulièrement les IA de frontières, il y en a 3 des problèmes. Le premier, c'est que les capacités des IA, c'est difficile de prédire quelles capacités ils vont émerger. À la fois lors du développement, quand on augmente la capacité de calcul qu'on donne pour entraîner un modèle, les capacités qui surviennent peuvent nous surprendre, peuvent surprendre leurs développeurs. Et après le déploiement, voilà, c'est possible de rajouter par exemple du scaffolding ou de connecter à Internet, ce qui font que, pas forcément vraiment des nouvelles capacités à proprement parler, mais il y a des nouvelles interactions entre le système et le monde qui font que les risques sont difficiles à prévoir. Donc ça, c'est le Unexpected Capabilities Problem, le problème de capacité inattendue ou émergente. Et oui, je me coupe ici très rapidement. C'est une présentation, j'ai pas forcément envie de parler tout seul, donc vraiment, si à n'importe quel moment vous avez une question, ou vous n'êtes pas d'accord, ou toute autre chose, n'hésitez pas à lever la main et à le dire. Le deuxième problème, après le problème des capacités inattendues, c'est le problème d'assurer la sécurité du déploiement du modèle. Donc c'est difficile, une fois que le modèle est déployé, de contenir sa capacité à causer des dommages. Et enfin, le problème de la prolifération. Un modèle d'IA, c'est possible qu'il prolifère d'une manière relativement facile. Bon, il y a le vol, bien sûr, donc on vole les poids du modèle ou d'autres composants du modèle. Mais d'une autre manière, la communauté scientifique a des normes assez ouvertes de partage. Et donc, un modèle qui est publié ou sorti peut assez rapidement se retrouver aussi répliqué par d'autres organisations. Et donc cet ensemble de problèmes font que c'est difficile de gouverner. On ne peut pas, sur le problème des capacités inattendues, on ne peut pas gouverner une technologie dont on ne connaît pas les capacités. On ne peut pas gouverner une technologie non plus sur le problème de deployment safety sans qu'on ait les capacités techniques de s'assurer qu'elle soit sûre. Et le problème de la prolifération qui fait que, par exemple, si on a une régulation sur un seul acteur, sur les gros acteurs de la big tech par exemple, rien ne dit que des petits acteurs qui ne sont pas couverts par notre réglementation n'aient pas les modèles et du coup ne soient pas couverts par la régulation. Et oui, il y a aussi des interactions entre ces... vous pouvez aller voir dans la source qui n'est pas du tout indiquée en entier, je m'excuse, mais je vous enverrai ça après. Il y a des interactions aussi entre ces problèmes, donc c'est même pas aussi simple que ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Un écosystème, on va dire, de réglementation de l'IA doit être composé, pour être assez exhaustif et couvrir les risques, de 3 composants principaux. D'abord, il faut des mécanismes pour développer des standards de sûreté et de sécurité. Actuellement, ces standards, ils n'existent pas vraiment en fait. Donc actuellement, ce dont on a besoin, c'est de façon d'inclure l'écosystème, les grandes boîtes, la société civile, les chercheurs, pour développer ces standards. Un exemple de ce à quoi ça peut ressembler se trouve dans le règlement sur l'IA, qui comporte 4 obligations principales pour les modèles à risque systémique. Donc dans le règlement sur l'IA, c'est les modèles les plus dangereux en gros. Ils ont 4 obligations principales, c'est les déployeurs de ces modèles, réaliser les évaluations sur leur modèle
évaluer et atténuer les risques systémiques à travers des garde-fous soit techniques, soit plus organisationnels, genre protéger les lanceurs d'alerte ou ce genre de choses. Signaler les incidents graves au Bureau européen de l'IA, qui est donc le régulateur européen de l'IA, et assurer un niveau de cybersécurité adéquat. Donc ça, c'est pas vraiment des standards, c'est plus des obligations. Littéralement, le texte, il dit ça. Vous, les déployeurs de modèles, devez réaliser l'évaluation de pointe. Et donc, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'on est en train de prendre ces obligations et de les développer, de les détailler, pour qu'elles puissent être applicables par les déployeurs de modèles. Et donc, par exemple, l'Union européenne a déjà un mécanisme pour développer des standards de sûreté et de sécurité. La deuxième chose dont on a besoin, c'est des mécanismes de transparence. On ne peut pas avoir une réglementation si on ne sait pas à qui elle s'applique. Donc, on a besoin de savoir qui développe les grands modèles, qu'est-ce qu'ils font, et notamment pour vérifier qu'ils mettent en place les standards en fait. On a besoin de savoir de manière évidente si une organisation a bien signalé un accident qui s'est déroulé, par exemple. Et enfin, on a besoin de mécanismes pour assurer le respect des normes de sûreté et de sécurité. Donc là, l'idée, c'est que on a des standards, on sait qui les applique ou qui les applique pas, et maintenant, on va utiliser un bâton ou une carotte pour assurer le respect, en fait. Donc ça peut être des sanctions financières, ou ça peut être des incitations financières ou autres. Donc on a besoin de, c'est les trois composantes majeures d'une réglementation de l'IA. Mais l'action nationale, elle est insuffisante. Un pays qui met en place ces normes-là, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On a besoin d'une gouvernance internationale pour faire en sorte que les risques de l'IA soient réduits et couverts de manière exhaustive. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une gouvernance internationale et pourquoi est-ce que la gouvernance nationale, elle est insuffisante? Pour plusieurs raisons. D'abord, la réglementation d'un pays ne suffit pas. Aucun pays n'a le monopole du développement de l'IA. Donc certes, c'est une industrie qui est très concentrée dans quelques pays. Mais par exemple, si les États-Unis mettent en place une réglementation hyper avancée, rien ne dit que la Chine va faire de même ou que la France va faire de même ou autre. Donc voilà, les développeurs situés dans des pays sans garde-fou adéquats peuvent aussi causer des dommages qui sont potentiellement mondiaux. Aussi, c'est impossible de forcer d'autres pays à réguler, sauf à entrer en guerre, mais on n'ira peut-être pas jusque-là. Donc la gouvernance internationale, à travers des accords ou des normes, elle aide à inciter les pays à adopter des normes de réglementation. Donc ça peut être encore une fois par le bâton ou la carotte, par des sanctions ou des aides. Certains pays, par exemple, dans beaucoup d'autres domaines, aident des autres pays à réglementer une industrie. Par exemple, les États-Unis, la France et beaucoup de pays européens aident beaucoup de pays africains à développer leur réglementation pour le secteur médical, par exemple. C'est quelque chose qui pourrait être fait aussi pour l'IA. Et une dernière raison pour laquelle la gouvernance internationale est insuffisante, c'est que les États, ils n'aiment pas réguler tout seuls, en fait. Ils veulent s'assurer que les autres États régulent aussi. Pourquoi? Parce que souvent, la régulation, ça s'accompagne de coûts de mise en conformité. Donc, c'est-à-dire que ça a un coût financier pour les entreprises et donc pour les États. Et les États, c'est pas dans leur intérêt de réduire leur compétitivité. Donc la gouvernance internationale, en mettant un cadre commun, qui est commun à tous les pays qui participent, permet en sorte la régulation. Et donc c'est notamment un argument qui est hyper utilisé aux États-Unis. On ne devrait pas réguler l'IA parce que sinon la Chine va nous rattraper. Et donc la gouvernance internationale permet de répondre à une partie de ce problème. Et on voit en fait une gouvernance internationale qui émerge déjà. Donc là, c'est quelques-unes des initiatives principales. On a les Nations Unies qui englobe, qui est une organisation universelle, donc avec tous les pays. Mais on a aussi l'OCDE, l'AI Safety Summit, organisé par le Royaume-Uni et qui a été continué en Corée du Sud et en France en février 2025, et le G7, qui est aussi un processus très important. Très rapidement, je vais essayer de pas trop m'éparpiller sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on a la série de sommets sur l'IA qui est peut-être, en ce qui concerne la gouvernance des modèles avancés, l'initiative la plus importante, avec la déclaration de Bletchley de novembre 2023, où les États reconnaissent l'existence de risques potentiellement catastrophiques, mais aussi les bénéfices de l'IA.
et ils se mettent d'accord pour se dire qu'on a besoin de travailler ensemble au niveau international pour avancer sur ces enjeux. Donc ça, c'est la déclaration de Bletchley. On a l'annonce des ISAF Institute. Donc c'est un nouveau type comment dire, pas d'équipe, mais de bureau ou voilà, de public agency, j'ai envie de dire en anglais, qui sont donc des agences au sein des États qui cherchent à développer une compréhension technique des modèles. Donc le constat qui a été fait notamment à Bletchley au premier sommet de l'IA, c'est que les États ne comprennent pas du tout l'intelligence artificielle, qu'ils n'ont aucune capacité technique pour évaluer les modèles. Et donc on a besoin de développer cette capacité pour réguler cette technologie. Et donc c'est passé par le lancement de ce qu'on appelle les ISAF Institute, Institut pour la sécurité de l'IA, qui ont été lancés d'abord au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais qui sont en train de se répandre dans tous les pays, enfin dans beaucoup de pays dans le monde, dont la France qui est en train de lancer le sien. Il y a un rapport scientifique mené par Yoshua Bengio qui essaie de faire l'état de l'art de la connaissance scientifique sur les capacités et les risques des modèles, et des engagements volontaires qui ont été pris par les entreprises, cette fois-ci à Séoul, et qui s'engagent donc voilà, à essayer de comprendre, à mettre en place ce qu'on appelle des Responsible Scaling Policy, qui sont des politiques internes qui visent à chaque palier, pardon, je vais recommencer, ces Responsible Scaling Policy mettent en place différents paliers, c'est-à-dire des capacités des modèles, et l'entreprise, en mettant en place ces policies-là, cette politique interne, elle s'engage, quand elle atteint un palier, à mettre en place des garde-fous, encore une fois, soit techniques, soit organisationnels, pour réduire les risques. Donc, voilà, il y a 16 entreprises, je crois, qui se sont engagées à mettre en place des frameworks comme ça à Séoul. On a le processus Hiroshima, pour enchaîner sur ça, qui, voilà, en mai 2023, a publié des normes internationales qui couvrent beaucoup d'aspects de la gouvernance de l'IA, que ce soit sur l'évaluation des modèles, l'identification des risques, la cybersécurité, voilà, tout un tas de principes qui restent de assez haut niveau quand même. Je dis normes, mais c'est voilà, il faut que un exemple, ça serait de normes qui étaient dans ce code de conduite, c'était voilà, les déployeurs de modèles doivent assurer un haut niveau de cybersécurité, donc qui reste quand même assez vague. Le réseau d'instituts de sécurité dont je parlais avant, donc chaque État a mis en place un institut et ils sont en train de collaborer. Ouais, tu voulais. L'aspect cybersécurité, enfin, je me questionne, est-ce que ça s'applique? Mettons, quand ils open source leur modèle, il y a beaucoup de cybersécurité. Enfin, ça fait bizarre de dire vous devez mettre en place des mesures pour surtout pas vous faire hack pour que vos modèles puissent leak. Et puis le voisin, par contre, il a le droit de juste leak de lui-même directement son modèle. C'est clair, j'ai rien à ajouter sur ça. Je suis tout à fait d'accord. L'idée de beaucoup de réglementations, enfin de certaines réglementations et de gens qui réfléchissent aux questions de gouvernance, c'est justement mettre en évidence ce paradoxe-là, qui est que, d'accord, bah, les OpenAI, Anthropic, etc., ou les boîtes qui font plutôt du closed source, se concentrent sur la cybersécurité, mais qu'à côté, n'importe qui peut open source son modèle et il n'y a aucun souci, quoi. Donc, ouais, c'est un problème, un problème de gouvernance. Et ouais, bah, bien vu, n'hésitez pas à m'interrompre comme ça ou à poser des questions. Voilà, je vais avancer parce que sinon on va passer toute la soirée. L'OCDE, donc voilà, l'Organisation de coopération et de développement économique, est hyper active dans l'IA et c'est peut-être l'organisation internationale la plus active, et les Nations Unies bien sûr. Et d'autres initiatives qui ne sont pas vraiment internationales mais qui ont un aspect, des conséquences internationales, sont les régulations nationales en fait. Le règlement européen sur l'IA peut avoir une influence sur des boîtes qui ne sont pas européennes, à travers ce qu'on appelle l'effet Bruxelles. Le décret américain sur l'IA dont je parlais précédemment a des obligations de reporting, donc de transparence, qui s'appliquent aussi aux boîtes qui sont à l'étranger, qui ne sont pas américaines. Voilà, les États-Unis ont mis en place des contrôles à l'exportation pour ainsi restreindre l'exportation de puces d'IA en Chine. Et donc voilà, ça c'est toutes des régulations nationales qui ont des conséquences mondiales, internationales. Le problème avec tout ça, c'est comme on le voyait dans la slide avec les cercles concentriques, c'est que c'est un paysage hyper fragmenté. Donc il y a plein d'initiatives un peu partout, qui sont pas du tout, pas tout le temps cohérentes. Il y en a certaines qui se focalisent sur la même chose, et donc il y a une question de duplication des efforts.
Et c'est des initiatives qui sont non contraignantes pour la quasi-totalité. Il y a une seule initiative contraignante, c'est un traité international qui a été signé il y a quelques mois, mais en gros, il n'y a rien dedans. C'est pas intéressant. C'est des obligations assez vagues, etc. Le reste des initiatives sont seulement des déclarations de bonne intention des États qui n'ont pas d'impact réel sur soit le comportement des États, soit le comportement de leur entreprise. Donc c'est un problème parce que ça ne réduit pas vraiment les risques. Ouais. C'est le traité du Conseil de l'Europe. C'est un traité qui porte pas mal sur les responsabilités des États et sur l'utilisation de l'IA dans les gouvernements et dans les États. Sauf que il y a des risques bien sûr dans l'utilisation de l'IA ou dans les services publics, mais comme vous le savez, le développement de l'IA ne se passe pas dans les États. Donc au final, ça n'a pas un impact énorme. Donc besoin d'une gouvernance internationale et besoin d'un truc un peu contraignant. Donc là, je vais essayer de parler rapidement des 3 piliers de ce à quoi ressemblerait un régime de gouvernance internationale qui est, entre guillemets, adapté à la hauteur des enjeux. Premier, c'est une régulation coordonnée de la sécurité. Donc on parlait de régulation nationale juste avant. Là, l'idée, c'est de faire ça, mais au niveau international. À quoi ça ressemblerait ? C'est un peu similaire à la régulation nationale. On aurait besoin de mécanismes pour développer des standards mondiaux. Excusez-moi. De mécanismes pour développer des standards mondiaux. Donc on a un processus pour développer des standards au niveau national. Là pareil, on se mettrait d'accord au niveau international pour développer ensemble des standards pour les entreprises. C'est notamment une des responsabilités peut-être du réseau des instituts de sécurité de l'IA qui se rencontrent actuellement à San Francisco pour discuter de ce genre d'enjeux. Et donc voilà, le raisonnement derrière ça, c'est que les instituts de sécurité, c'est les gens dans le gouvernement qui comprennent un peu comment fonctionne l'IA. Une idée serait de leur confier la tâche de développer des standards internationaux. Et en miroir de ce qu'on disait au niveau national, il faut aussi évaluer la conformité, cette fois-ci des États. Donc au niveau national, c'est on évalue la conformité des entreprises à des normes ou à des règles. Là, l'idée, comme on est au niveau international, et qu'une gouvernance internationale, ça s'applique sur les États et pas directement sur les entreprises, on essaye de voir si un État, oui ou non, se conforme aux accords ou aux normes qu'il a acceptées. Et enfin, donc, assurer la conformité, pareil, le bâton, les carottes, sanctions ou coup de pouce, en gros. Et ça, c'est un modèle pour implémenter, vous pouvez aller voir ce paper qui est très intéressant si ces questions-là vous intéressent, pour faire la partie 2 et 3 de ces étapes. Donc ça, c'est le premier pilier. On coordonne nos régulations, on met en place des standards internationaux. Un autre pilier, c'est la non-prolifération. L'objectif de ce pilier-là, ce serait de contrôler l'accès d'acteurs étatiques ou non étatiques, soit à des systèmes ou des modèles qu'on estime dangereux, soit aux ressources qui peuvent être utilisées pour développer des modèles dangereux. Par exemple des puces ou des semi-conducteurs, etc. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça ? Il y a une raison, ce serait d'inciter les pays à adopter une régulation qui est adaptée. Je parlais de bâtons. Si la France dit demain à un pays tiers, je vais arrêter de vous exporter, bon c'est pas un bon exemple parce que la France elle n'a pas de bonnes puces d'IA, mais les États-Unis disent je vais arrêter de vous exporter les puces d'IA avancées, voilà, Nvidia vous aurez plus. C'est très dommageable pour le pays qui veut développer une industrie d'IA. Et les États-Unis pourraient dire ok, j'arrête de vous exporter des puces d'IA jusqu'à ce que vous adoptiez une régulation adaptée. Donc voilà, ils essaient d'inciter le pays à adopter une régulation adaptée. Ça, c'est une raison pour laquelle on peut faire ça. Et une autre raison, ça peut être tout simplement d'atténuer les risques. Donc là, voilà, l'objectif de la non-prolifération, c'est de contrôler l'accès aux acteurs étatiques ou non étatiques. Et par exemple, on pourrait avoir, au niveau international ou même national, les gouvernements qui se disent « Ok, on va arrêter de donner des puces d'IA aux groupes criminels ou terroristes, par exemple. » Pour éviter justement qu'ils utilisent des modèles ou qu'ils développent des modèles à des fins malveillantes. Et bien sûr, voilà, en parenthèse de ça, la non-prolifération, là j'ai donné 2 raisons qui sont liées à la sécurité de l'IA. En pratique, c'est utilisé pour plein d'autres choses. Les États-Unis, quand ils mettent en place des contrôles d'exportation,
c'est pas vraiment pour réduire les risques liés à l'IA. Et voilà, cette non-prolifération, il y a plusieurs moyens de la mettre en œuvre. Contrôle des exportations, c'est l'instrument classique, mais aussi des mandats de cybersécurité. On évite comme ça que les modèles se répandent. Et il y a plein d'autres manières de faire ça. Quelques limites de la non-prolifération, et je vais essayer d'avancer. Ça peut être contre-productif, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous arrêtez de vendre des puces d'IA à un autre pays, bah, vous perdez des parts de marché. Et d'autres pays peuvent ensuite prendre votre place sur le marché. Donc ça peut être contre-productif. La non-prolifération est particulièrement, quand la stratégie est mise en place à travers des contrôles à l'exportation sur des puces, elle se heurte au problème de qu'est-ce qui se passe si on a besoin de moins de puissance de calcul pour faire des modèles avancés. L'exemple ici, c'est si GPT-5 peut être développé sur un GPU grand public, bon bah ton contrôle à l'exportation il ne sera pas hyper utile. Et enfin, il y a des risques d'accélérer la course à l'IA qui, on voit une non-prolifération ou le contrôle à l'exportation, c'est quand même des mesures qui sont dures, c'est de la guerre économique en soi. Donc, si on prend l'exemple de la Chine, il pourrait y avoir une réaction qui fait que, au final, la gouvernance internationale est moins possible qu'elle était avant les mesures de non-prolifération. Aucun souci. Bonne soirée. Et enfin, dernier pilier de ce régime de gouvernance internationale, le partage des bénéfices. Donc là, l'idée, c'est de distribuer équitablement les avantages de l'IA. Donc voilà, beaucoup diraient que c'est une question de moralité. On ne peut pas laisser tous les bénéfices potentiellement énormes de l'IA dans les mains d'un seul pays ou d'une seule personne. Donc on essaie de distribuer les avantages de l'IA. Mais il y a une autre raison aussi, c'est de compenser les deux piliers précédents. La régulation et la non-prolifération, ils peuvent avoir des impacts sur les pays qu'elles visent. La régulation, si on met en place des normes internationales pour bien réguler l'IA et éviter les risques, potentiellement ça réduit la compétitivité de pays ou ça empêche les pays en voie de développement de développer leur IA. Et pareil, la non-prolifération, c'est encore plus évident. Si on empêche des pays d'avoir accès à des puces d'IA, voilà, ils ne peuvent pas développer leur modèle d'IA. Et donc l'idée derrière le partage des bénéfices, c'est qu'on va compenser les dommages, les torts causés par les deux précédentes. Il y a aussi, donc voilà, c'est à la fois moralement entre guillemets, l'idée c'est quand même de ne pas empêcher le développement économique des pays en voie de développement, mais il y a aussi un aspect stratégique, c'est-à-dire que pour rendre acceptable la régulation et la non-prolifération, on va donner des avantages et répartir les bénéfices de l'IA au niveau international. Quelques exemples de à quoi ça pourrait ressembler. On pourrait subventionner l'accès à des modèles sûrs ou à de la puissance de calcul pour développer ou fine-tuner des modèles sûrs. On pourrait aider les pays à adapter les modèles à leur situation locale. Il y a pas mal de modèles qui fonctionnent moins bien dans des langues qui ne sont pas l'anglais. Donc voilà, ça pourrait être un moyen d'aider ces pays-là. Et tout simplement du cash. On gagne de l'argent grâce à l'IA, on vous distribue des billets. Donc ça, c'était les trois piliers de ce schéma de gouvernance internationale, avec chacun un objectif. Donc régulation coordonnée de la sécurité, c'est peut-être l'objectif principal, pour prévenir et atténuer les risques, bien sûr quand on parle de risques. La non-prolifération, donc limiter le développement non régulé d'IA, en empêchant les acteurs qui ne régulent pas du coup d'avoir accès aux ressources dont ils ont besoin. Et benefit sharing, qui est partage de bénéfices en français, assurer une prospérité partagée. Et bien sûr, comme je disais, ces deux derniers-là permettent aussi d'inciter le premier pilier en fait, adopter et encourager la régulation. Donc voilà, c'était ma présentation sur la gouvernance internationale et nationale aussi. Maintenant, je vais vous parler, parce que vous avez des profils, il me semble, plutôt techniques, de quelques moyens d'aider, entre guillemets, la gouvernance, de faire en sorte que les gouvernements aient des outils et font en sorte que la transition vers une société avec des IA avancées se passe bien. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Aider à développer des évaluations, des standards. Les évaluations, notamment, c'est peut-être l'outil principal pour le moment sur lesquels les décideurs et décideuses politiques se concentrent. Donc c'est important qu'elles soient fiables et qu'elles permettent
de détecter les capacités et les risques. On peut aussi démontrer pourquoi est-ce qu'on a besoin de la gouvernance à travers des threat models, des modèles de menaces. Donc, montrer très concrètement à quoi ça ressemble, je sais pas, une catastrophe liée à l'IA. Et ça, on a besoin d'une compréhension technique de comment le modèle ou le système fonctionne pour le faire. Et ça encourage les décideurs et décideuses politiques à mettre en place de la gouvernance, parce qu'ils sont ensuite plus conscients des risques. Tout simplement des présentations. Prendre un modèle et démontrer ce dont il est capable de faire. Ça peut être des présentations de ses capacités, ça peut être des présentations de ses risques. On appelle souvent ça dans le milieu de la gouvernance de l'IA des scary demos, donc on montre les choses complètement folles dont sont capables certains modèles pour encourager à l'action. Ça, c'est un peu plus niche, mais une expertise en gouvernance technique de la puissance de calcul, ou en une compréhension de comment des puces fonctionnent, comment des data centers fonctionnent. Parce que, encore une fois, la puissance de calcul, j'en ai pas parlé vraiment dans ma présentation, à part sur les contrôles d'exportation, mais c'est peut-être le levier de gouvernance principal actuellement. Toutes les régulations qui sont en train d'être mises en place, elles utilisent des seuils de puissance de calcul. Donc en gros, si ton modèle a été entraîné en utilisant plus de 10 puissance 25 de puissance de calcul, ton modèle va être régulé en gros. Et du coup, on a besoin d'expertise pour définir ces seuils de calcul, d'une part, mais aussi si on parle de futurs accords internationaux sur l'IA, on aura besoin de mécanismes de vérification pour vérifier que l'accord est mis en place. Et il est probable que ces accords portent sur la puissance de calcul ou sur l'utilisation de puissance de calcul, et du coup on aurait besoin aussi d'expertise technique pour mettre en place ces accords. Et enfin, tout bêtement, travailler dans le secteur public. Donc voilà, j'ai parlé des ICFC Institute. En France, ce sera plutôt un centre national d'évaluation. Ils ont besoin de gens qui comprennent les modèles, ils ont vraiment besoin de ça. Voilà, c'est moins payé, mais je pense que c'est tout aussi intéressant et avec un impact qui est réel. Merci beaucoup.